Dans le financement des entreprises, surtout des petites entreprises start-up innovantes. Zakislan est aussi notre business développement de la société que je dirige moi-même et aussi le chargé du financement de notre société. Donc aujourd'hui, il va partager avec nous sa vision du financement des entreprises innovantes, qui est les points clés en fait de la réussite malgré l'innovation derrière les entreprises, le financement et le boulot des fonds. Donc je laisse la parole à M. Zaki. Merci. Vous avez 30 minutes, M. Zaki. Donc bonjour tout le monde, salam alaikum. Je suis ravi d'être présent aujourd'hui. Juste pour continuer sur ma présentation, je pense que la petite originalité que j'ai par rapport à la majorité des personnes ici, c'est que moi je suis né en France, donc je suis un Maghreb comme on dit ici. Donc je suis particulièrement fier de pouvoir venir aujourd'hui. Je ne viens pas avec mes grands sabots, je ne viens pas avec un tronc paternaliste. Ce que je viens faire aujourd'hui, c'est vraiment partager une expérience. Et comme a précisé Aziz, j'ai une formation d'ingénieur, donc je ne vais pas vous faire un cours sur les finances aujourd'hui. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous faire réaliser que si vous voulez être en mesure de ramener des financements pour vos structures, il faut être capable de parler le même langage que vos interlocuteurs. Et c'est là où il y a un clash. Et ça, c'est valable dans tous les pays. On va chez un banquier, on va chez un financier, on lui parle d'innovation, il vous parle de porte de sortie, il vous parle de combien d'equity il faut dans l'institution, dans la société, comment ça se passe pour les financements. Et là, tout de suite, le chercheur dit « mais moi, je veux sauver des vies, je veux changer la planète et je veux faire des belles choses ». Donc l'objectif, c'est vraiment de vous faire réaliser qu'il y a un langage à développer, il y a un endroit où aller s'adresser avec ses financeurs et qu'il y a des possibilités de financement qui sont riches. Dernier point, en titre d'introduction. Malgré les difficultés qu'on peut rencontrer au Maroc dans le cadre de l'entrepreneuriat, je pense que culturellement, et c'est ce que j'ai observé en tout cas en Europe, la culture maghrébine et marocaine nous facilite l'entrepreneuriat parce qu'intrinsèquement, les Marocains sont reconnus comme ayant d'excellentes qualités de communication, à l'aise avec les autres, et ça s'est traduit dans beaucoup de créations d'entreprises en Europe. Donc, il faut qu'on revienne aux sources. Et je pense qu'ici, il y a beaucoup de possibilités. Pour ma part, pour vous parler très brièvement de ma société, donc moi je suis localisé en Suisse, je suis à Bâle, au nord de la Suisse, qui est aussi le siège de grandes sociétés pharmaceutiques telles que Roche, Novartis, Actedon, Basilea, dans le Var. Donc il y a un habitant sur deux qui est en connexion avec l'industrie des sciences de la vie. Donc voilà. Donc quel est le contexte? Le contexte, il est que, excusez-moi, c'est en anglais, donc s'il y en a qui ont des difficultés, surtout n'hésitez pas à me solliciter. Le contexte, il est que beaucoup de personnes sous-estiment la difficulté qui est de financer ces sociétés. D'accord? Le deuxième point, il est qu'on a souvent tendance à constater, et c'est le même cas aussi en Europe, ce qu'on appelle l'amorçage, donc le seed financing et le early stage, donc vraiment les fonds d'amorçage et les premiers financements sur les sociétés sont les plus difficiles. Et ça l'est d'autant plus au Maroc, parce que quoi qu'on dise, il y a l'émergence de fonds d'innovation, de fonds de financement, mais j'ai discuté avec des investisseurs marocains, ils savent investir que sur des valeurs sûres. Et l'innovation n'est pas encore considérée comme une valeur sûre. Donc ça, c'est un état de fait. Et ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut être d'autant plus convaincant vis-à-vis de ceux qui peuvent amener des financements. Donc ça, c'est un point qui amène des difficultés. Des sociétés aussi qui sont trop tournées sur la science et pas assez sur le marché. Oui, j'ai une super création, mais on n'a pas tous les moyens de Apple, on ne peut pas tous amener un iPhone à l'époque où il n'y avait pas de iPhone. Donc il faut être tourné sur le marché. La science, ça doit être un point de départ, mais ça doit être tourné vers le marché, vers la demande. Donc ça, c'est une autre difficulté. Parler le même langage. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'il faut être capable de faire une première bonne impression, parce qu'on n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression quand on s'adresse à des financeurs. Et puis être capable de se différencier par rapport à la compétition. Donc, quel type de société? Je pense que la Cité de l'Innovation est en train de faire un super travail à essayer de promouvoir les gens et amener les gens à ramener de l'innovation. Donc l'innovation, pour faire très simple, elle peut se traduire à plusieurs niveaux. Ça peut être une innovation sur un produit, sur une technologie, ça peut être une innovation sur un modèle économique, ça peut être une innovation sur une manière de fournir un service. Donc il y a plusieurs types d'innovation. Et je pense que c'est là qu'il faut laisser de la place à la créativité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'innovation peut être l'amélioration de procédures déjà existantes, de produits déjà existants. Ici, il y a des technologies avérées, il y a des expertises avérées,
il y a même des expertises qui sont uniques au Maroc. On peut citer peut-être quelques expertises, je sais pas moi, l'exploitation d'argan, c'est unique au Maroc. Tout ce qui est aussi dans certains aspects du textile, je sais qu'il y a certaines expertises qui sont uniques au Maroc. Et il y a des gens qui peuvent venir et se dire, bon ben voilà, il y a l'existant, qu'est-ce que moi je peux améliorer? Ça c'est l'innovation. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher midi à 14h, on peut aller très bien ramener de l'innovation avec des choses simples. Google n'était pas le premier moteur de recherche, il y en a eu d'autres avant. Mais eux, ils l'ont fait en mieux. Donc l'innovation, ça peut être quelque chose de basé sur l'existant, mais on apporte une amélioration. Donc au niveau des secteurs, et moi je suis très focalisé sur les sciences de la vie, je dirais que les secteurs de prédilection, c'est ceux qui ont été mentionnés au préalable, l'agroalimentaire. Ne négligez pas le diagnostic. Il y a de plus en plus de personnes ici, au Maroc, qui se forment à toutes les techniques de biologie moléculaire. Il y a des maladies qui sont spécifiques au territoire marocain, à la région, qui n'intéressent pas les grands développeurs de diagnostic en internationaux. Donc il peut y avoir des thèmes de diagnostic qui peuvent être développés de manière très simple, des techniques de PCR, de biologie moléculaire. Les dispositifs médicaux, ça peut aller de la petite seringue pour les diabétiques jusqu'au processus de pacemaker. On voit les Indiens, on voit les Chinois, on voit beaucoup de pays qui sont en développement, qui se positionnent là-dessus. Ils prennent des produits qui sont déjà existants et puis ils le font à leur manière. Et puis, il y a ce que j'appelle Industrial Biotech. Donc, c'est ce qu'on appelle les biotech vertes. D'accord? Et là, il y a beaucoup de choses à faire. L'exploitation des algues, la valorisation de la biomasse et aussi de la biodiversité marocaine. Et là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être effectuées. Et là aussi, on a de l'innovation. Donc, la première question, c'est, voilà, si moi j'ai besoin de financement, à qui je vais m'adresser? Bon, j'ai remarqué qu'ici, il y avait des structures qui permettent de soutenir les gens et d'accompagner les gens vers la recherche de financement. Mais ce qu'il faut savoir déjà, avant d'aller chercher des financements, c'est qu'il faut comprendre un petit peu le paysage du financement. Quand on veut créer sa boîte, que sa boîte elle est en cours de création, ou qu'elle a 1 an d'existence, ou 10 ans d'existence, en fonction du type de développement de la boîte, on ne s'adresse pas aux mêmes financeurs. Donc ça, c'est un point qui est important à réaliser. On ne s'adresse pas aux mêmes financières. Ils n'ont pas la même mentalité, ils n'ont pas la même structure, ils n'ont pas les mêmes critères de financement. Donc ça, c'est un point important. Et ce qui est aussi important à réaliser, c'est qu'il faut essayer de diversifier les sources de financement. Et là, je vais revenir là-dessus a posteriori. Donc, quelles sont les sources de financement? Ne négligez pas tout ce qui est local, gouvernemental, régional. Le problème au Maroc, c'est qu'il y a des aides, il y a des financements, plus que ce que j'ai vu dans certains pays européens, mais c'est qu'on investit sur les mauvais chevaux. Népotisme, clientélisme, j'ai pas envie de le dire, mais c'est le cas. Pourtant, si des gens viennent et se présentent avec de bons projets, on ne va pas vous fermer la porte. Le problème, c'est d'avoir le courage et les moyens d'aller s'adresser à ces organisations. Donc il y a tout ce qui est public, et il y a énormément d'aides qu'il ne faut pas sous-estimer. Il y a ce que j'appelle les business angels ou les entrepreneurs. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de gens qui ont réussi leur vie, qui sont prêts à investir sur des projets. Mais il faut savoir les solliciter, et les solliciter de la bonne manière. Il ne faut pas y aller avec une personne qui demande quelque chose, mais y aller avec, en tant que personne qui offre une structure qui permet de créer de la valeur. Donc ça, il ne faut pas sous-estimer. Et au Maroc, il faut savoir une chose, c'est que je discutais avec une personne qui était impliquée dans la création d'entreprise, et il me disait qu'il y a 10 à 15% des sociétés qui obtiennent des financements juste à travers le réseau. Donc ne sous-estimez pas votre réseau. D'accord? Après, il y a les financements internationaux à travers l'Europe. Donc l'Europe, ou si on prend par exemple le NIH, National Institute of Health, qui est une structure internationale aux États-Unis, qui finance énormément de projets. Il y a des fonds aussi, la Fondation Bill Gates, qui finance énormément de projets en relation avec les maladies tropicales et les maladies qui sont très récurrentes dans les pays en développement. Si on prend un petit peu les travaux qui sont effectués ici et l'incidence de certaines maladies qu'il y a dans la zone Afrique, on va dire, il y a des travaux qui peuvent être financés à travers des fondations. La Fondation Bill Gates, la Fondation HIV/AIDS, il y en a énormément. Ça nécessite un petit travail de recherche, mais ces fondations sont prêtes à s'adresser à des structures locales.
Et donc tout ça, ça permet de préparer ce qu'on appelle vraiment les faux amorçage et early stage. Après, au niveau late stage, on va dire que late stage, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quand des sociétés, elles sont arrivées à un certain stade de développement, elles ont travaillé sur un produit, une technologie innovante, elles sont déjà plus ou moins sur le marché ou en phase de rentrer dans le marché. Là, à ce moment-là, c'est d'autres investisseurs. Et en général, c'est des structures de financement, il y en a au Maroc, il doit y en avoir une quinzaine, des structures qu'on appelle le private equity, vous allez souvent voir ce mot-clé, ou le capital investissement. Alors en général, ce sont des investisseurs de formation financière qui sont très affûtés, qui ne passent pas plus de 10 minutes sur un projet, et c'est ces gens-là avec qui vous devez être capable de parler le même langage. Souvent, c'est des gens qui ont une longue expérience, qui vont être capables de voir ce qui ne va pas sur votre projet et qui vont vous remettre en cause. Et c'est avec ces gens-là qu'il faut savoir s'adresser. Et le point qui est important aussi, c'est quand on s'adresse à ce type d'investisseur, c'est qu'il faut y aller avec toutes les qualités du monde. Pas forcément tout le temps des qualités techniques, mais des qualités humaines. Allez-y avec vos valeurs, allez-y avec de l'authenticité, parce que c'est hyper important. Parce que si vous avez de l'argent, demain, vous n'allez pas l'investir sur quelqu'un sur lequel vous n'êtes pas sûr. Vous avez besoin de sentir que cette personne a fait preuve d'intégrité, qu'elle va se dérouler et qu'elle va utiliser l'argent que vous investissez de manière optimale. Donc ça, c'est un point important. Il faut y aller en montrant le meilleur de vous-même. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir? Donc, ce que j'avais précisé au préalable, c'est que chaque investisseur a son portefeuille, que les investisseurs, ils n'aiment pas trop le risque, ça c'est un point important, donc ils n'aiment pas prendre des risques. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour vous? On ne peut pas, une boîte qu'on crée, que ce soit dans l'innovation ou dans l'innovation, une boîte sans risque n'existe pas. Aujourd'hui, je peux traverser la route et je peux me faire écraser. Donc le risque n'existe pas. Ce qui est important, c'est de reconnaître le risque et de mettre en place des mesures qui permettent de modérer au maximum les conséquences liées à ces risques. Je vous donne un exemple. Vous développez un produit, c'est un produit innovant, mais vous avez un risque qui est lequel? Qu'il y a un autre compétiteur qui est en train de développer ce produit. Vous développez un service, il est innovant, quel est votre risque? Le risque, il est que ce ne soit pas accepté tout de suite par la concurrence, par les clients. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme mesure? C'est ça que les gens veulent entendre. Ce n'est pas forcément le fait que, voilà, il y a un risque, c'est une objection, donc on n'investit pas sur eux. Alors, il y a une partie que j'appelle le due diligence, en fait, qui consiste en fait quand vous êtes amené à vous amener un projet auprès d'un financeur, même un business angel, quelqu'un qui est habitué à financer des projets, il va faire une procédure de due diligence. Ça consiste en quoi? Il va screener, il va scanner, il va fouiller de long en large toute votre vie, votre business plan, tout, pour savoir s'il y a un truc qui ne va pas. Et en général, c'est une approche qui peut être très agressive. Pas agressive sur un plan humain, mais c'est-à-dire qu'on va trouver ce qui ne va pas. Donc il faut éviter de mettre les rats sous le tapis. Hein. Il vaut mieux la jouer transparente s'il y a des choses qui ne vont pas, des choses qui doivent être améliorées. Donc évitons cela. Et puis aussi, les investisseurs n'aiment pas ce qu'on appelle les nice to have products. Ce serait bien d'avoir ça. Oui, ce serait bien d'avoir telle ou telle technologie. Oui, ce serait bien. Non, il faut y aller avec un argumentaire qui permet de déterminer, de convaincre la personne en face de vous que ce n'est pas un produit nice to have, c'est un produit qui véritablement correspond à un besoin existant ou qui va créer un besoin. Donc en termes de profil d'investisseur, ce que j'avais précisé, si on prend les gens qui sont dans des banques ou qui sont dans des structures de capital investissement, c'est des gens qui sont de formation scientifique et qui ont deux points d'intérêt. Et c'est ça le choc en fait. Le choc culturel, c'est on y va vous présenter un super projet et ça m'arrive souvent quand j'accompagne les gens en financement. Le gars dit mais je vais sauver des vies, je vais faire quelque chose de super bien. Puis le gars il dit mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Attendez, c'est moi qui viens de demander de l'argent. Oui, non, mais l'investisseur, qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc il faut être préparé à cela. Il faut préparer un argumentaire par rapport à cela. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'investisseur, il faut être capable, l'investisseur ou le financier, il faut être capable de lui démontrer qu'en investissant dans votre produit, votre société, il va être capable d'avoir un retour sur investissement. Et ça, il faut y penser. Et quand on crée sa société sur la base d'une science ou d'une technologie ou d'une innovation, on est loin de ce genre de considération. Et en général, on a tendance à le négliger. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, qui arrive très régulièrement, et plus régulièrement que ce qu'on peut imaginer, c'est quand est-ce que je peux ressortir mon argent? Voilà, j'investis sur vous, mais moi, je veux mon retour sur investissement dans 3 ans.
Ouais, mais attendez, moi, ma boîte, elle a 24 ans, 5 ans pour développer. Oui, mais moi, je veux mon retour sur investissement. Combien et quand? Donc, il faut être prêt par rapport à ça. Et en général, ceux qui investissent, il faut savoir une chose, c'est que quand on investit 100 dirhams, en général, les gens qui sont dans le capital investissement, ils attendent un retour de 3 à 500 dirhams. Il faut savoir une chose, c'est que la moyenne en biotech, si on prend la biotech pure et dure, elle est de 4 à 5. Certaines boîtes montent à 10, d'autres sont montées à 20. Voilà. On prend l'informatique, c'est à peu près, on va dire, de 2 à 3. On prend l'immobilier, c'est 1,2. À partir de quand c'est monté, ça a pris vraiment Mais en biotech, il y a une bulle en fait. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que quand les gens investissent sur 10 boîtes, par exemple, il y en a une qui va faire un retour sur investissement un multiple de 20, et puis il y en a d'autres qui vont se casser les dents. Mais la moyenne en général, c'est de 4 à 5. Donc sachez une chose, et c'est pour ça que je vous donne l'immobilier, c'est 1,2 à 2 au grand maximum. Alors venez pas nous prendre la tête avec le projet immobilier au Maroc, il n'y a que ça, les gens ne parlent que de mahlaba ou d'immobilier, ramenez l'innovation, il y a moyen de créer de la valeur économique. Il y a véritablement moyen de créer de la valeur. Et j'ai été confronté à ce genre de situation, on discute avec des investisseurs au Maroc, on discute avec des investisseurs au Maroc, qui disent oui mais nous on ne peut pas prendre de risque. Vous savez, avec la spéculation immobilière, avec la dépendance au tourisme, le tourisme est dépendant de l'actualité politique internationale et même pas de l'actualité politique locale, il y a des risques. Donc c'est à vous de préparer votre argumentaire. La personne qui est devant vous va vous dire oui, il y a des risques. Oui, c'est vrai, effectivement, il y a des risques. Mais voilà le retour. Voilà le retour que vous pouvez avoir. Donc il faut être prêt à ce genre d'argumentaire. L'objectif, c'est pas que vous deveniez des financiers, c'est que vous soyez capable de parler le même langage. Si vous allez sur le même terrain qu'eux, à ce moment-là, ils vont faire 2 pas en arrière. Et en termes de crédibilité, pour vous, c'est important. Donc, quels sont les points sur lesquels les financeurs y regardent? Management, et je reviendrai là-dessus. L'équipe. Vous ne devez pas forcément avoir un CV de bac plus 15 et puis avoir fait eu 40 ans d'expérience pour être considéré comme un bon élément. L'investisseur, ce qui compte pour lui, c'est de s'assurer que la personne va avoir une métier terres pour arriver aux objectifs de développement qui sont définis ensemble. Donc ça, c'est important. Donc on investit sur les gens. Après, le produit et la solution. Ce que j'appelle les USP, les avantages concurrentiels. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? Quelle est votre valeur ajoutée? Venez pas me voir en me disant j'ai un super truc, venez me voir en me disant voilà, j'ai un super truc et il est mieux que la concurrence parce qu'il y a ça et ça que la concurrence n'a pas. Là, à ce moment-là, vous mettez en relief les avantages concurrentiels. Et c'est particulièrement difficile pour des gens qui sont en formation scientifique de développer cet état d'esprit. Il faut que vous ne soyez pas orienté science, il faut que vous soyez orienté business tout en gardant la science. Et c'est là où il y a un petit challenge en fait. Après, ils regardent bien évidemment le marché. Donc une étude de marché, ça ne signifie pas forcément que vous devez passer 6 mois à faire des recherches pendant des heures sur Internet. Et une étude de marché, c'est très simple, c'est de voir quel est le besoin, quelle est la demande, qui sont les compétiteurs, quels sont vos avantages concurrentiels par rapport aux compétiteurs, quelles sont vos faiblesses. Mais voilà, être capable de savoir où vous vivez. C'est important, quand on marche dans la route, on ne marche pas la tête baissée. On regarde à droite, on regarde à gauche, on regarde s'il y a une voiture qui traverse. C'est pareil si vous créez votre société. Vous devez connaître votre environnement autour de vous et ne pas être insulaire. Après, le modèle économique, ça c'est important. Comment vous allez vous rémunérer? Exemple, on peut sortir du cadre des sciences de la vie, l'informatique. Alors, il y en a beaucoup qui vont être très bons en se disant mais moi je vais créer une application, une plateforme sur Internet. Oui, la première question qu'on va vous poser, mais comment vous allez vous rémunérer? Quel va être votre modèle économique? Parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui ont des difficultés sur ce modèle économique-là. À travers les pubs, la rémunération à travers les pubs, c'est extrêmement difficile. Donc il faut penser à cela. Après, le plan d'exécution, donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous devez être capable de montrer que vous avez un agenda, vous avez un calendrier, vous savez où vous voulez aller. Le plan d'exécution, il est amené à ne jamais être appliqué de toute façon. Dans 80% des cas, il n'est pas appliqué. Et s'il est appliqué, c'est que vous avez vraiment un problème. C'est juste une ligne de conduite qui permet de montrer aux personnes qui sont devant vous que vous savez où vous voulez aller. Après, le plan de financement. Et là, je pense qu'ici, en tout cas au Maroc, il y a des structures qui se mettent en place d'accompagnement qui peuvent vous aider à mettre en place un plan de financement. L'objectif, c'est pas que vous deveniez des experts comptables ou des experts en contrôle de gestion, mais c'est que vous soyez capable de comprendre les chiffres qu'il y a derrière. D'accord? Et bien évidemment, comment vous allez protéger l'investissement? En gros, comment vous allez gérer ces risques?
Donc ça, c'est ce sur quoi les investisseurs y regardent. Vous, qu'est-ce qu'il vous faut comme qualité intrinsèque? Ben, je dis qu'on n'est pas entrepreneur, on le devient. C'est quelque chose qui se révèle à travers le temps, et c'est quelque chose qui doit être cultivé un petit peu plus, comme vous avez précisé tout à l'heure, dans la culture marocaine. On doit inciter les gens à l'entrepreneuriat. La création de valeur, elle se fait à travers les petites entreprises. Elle ne se fait pas à travers la fonction publique, et elle se fait encore moins à travers les grandes entreprises. Les grosses entreprises ont même tendance à dégraisser le marché de plus en plus. Donc c'est hyper important que vous ayez des bonnes qualités. Et qu'est-ce qu'il faut comme qualité? Il faut de l'engagement. Il faut que quand les gens ils vous rencontrent ou qu'ils discutent avec vous un financement, ou même que vous voulez défendre un projet, il faut montrer de l'engagement, de la motivation, de l'enthousiasme, de la passion. Donc si vous avez, excusez-moi l'expression, si vous avez deux tensions, les gens ne voudront pas investir sur vous. Il faut faire preuve de patience, 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 et patience, et patience. Il faut être extrêmement patient. Moi j'aime bien cette phrase du fondateur de Twitter qui a dit « Twitter, c'est un succès d'une nuit qui m'a pris 7 ans ». C'est un succès fulgurant Twitter dans les 2 dernières années. Ça lui a pris 7 ans. Les gens ne savent pas que derrière, il y a eu 7 ans de difficultés et galères. C'est parce que je vous souhaite, enfin pour ceux qui veulent créer votre société, c'est parce que ce que je vous souhaite. Mais il faut faire preuve de patience, de la persistance, de la conviction, un minimum de confiance. Et la confiance, elle ne peut être acquise que si vous maîtrisez bien vos dossiers, que si vous faites votre travail à la maison. Pour certains, vous allez être très bon sur l'aspect technologique, mais quand il va falloir discuter les autres aspects, l'aspect management, organisation, plan d'exécution, ben là, il faut faire son travail à la maison. Et alhamdoulilah, on a accès à tout. Il y a des gens qui peuvent vous aider, il y a des coachs, avec Internet, on a accès à toutes les informations dont on veut. Formez-vous. Je pense qu'à un niveau, au niveau où vous êtes, pour la plupart, quand vous avez dépassé le stade universitaire, vous êtes capable d'aller chercher l'information là où vous en avez besoin. Point important, capacité à traduire des éléments scientifiques ou techniques en arguments commerciaux. Et c'est là la clé de voûte. C'est hyper important. C'est je prends un élément, j'ai une idée scientifique, voilà. En quoi ça peut être un avantage client? Et ça, ce travail, il faut le faire. Et bien évidemment, développer des qualités de présentation. Parce que souvent, il y a des financeurs qui vont demander, faites-nous une présentation. Ils ne vont pas vous demander d'envoyer tout le temps les documents par email. Vous allez être face à un investisseur, 2 investisseurs, 3 investisseurs. Faites-nous une présentation. Et si vous vous plantez complètement, même si votre projet est super intéressant, les gens ils vont passer à autre chose. Donc développer les qualités de présentation, c'est hyper important. Il faut que vous soyez capable d'inspirer les gens. Et ça aussi, ça se travaille. Donc je m'adresse aux étudiants, ceux qui sont toujours au fond et qui ne veulent pas se mettre en valeur quand il y a des présentations à faire. Moi je leur dis, aguerrissez-vous aux présentations. Il vaut mieux se casser la gueule tant qu'on est étudiant à faire des présentations, plutôt que de le faire devant des gens qui peuvent financer vos projets ou vous soutenir. D'accord? Le travail préalable doit être fait. Donc ce que j'avais précisé, il faut traduire tous les éléments scientifiques en arguments commerciaux. Il faut penser société. Quelqu'un qui a investi, il n'investit pas sur une technologie. Il investit sur une société. C'est important ça. Penser société. Donc ça signifie quoi? Ça signifie l'équipe, ou la personne, ou les personnes. Ça signifie le cadre où vous êtes. Ok? Ça signifie le plan de développement que vous avez et la technologie. Donc tous ces aspects-là. Pensez société plutôt que technologie ou science. Créer une marque, d'accord? Moi j'aime bien cette définition du mot marque qui est marque, c'est la perception qu'ont les utilisateurs ou les clients de votre produit ou de votre technologie. Donc c'est ce que vous voulez que les gens perçoivent de vous. Est-ce que la marque, je ne sais pas moi, Mercedes, techniquement parlant, quand on pense à eux, ils ont fait en sorte qu'on ait une perception de marque de luxe. Est-ce que techniquement parlant, il y en a un qui a fait une analyse de comparaison entre la résistance d'une Mercedes et d'une Peugeot? Peut-être qu'ils ont les mêmes capacités de résistance, mais pour nous, psychologiquement parlant, Mercedes est toujours plus résistant. Surtout les 240D. Donc ça c'est hyper important. Faites votre travail sur le marché et préparez un minimum de matériel. S'il y a des gens parmi vous qui ont déjà des idées de projet, commencez par des trucs simples. Faites une présentation, mettez toutes vos idées, préparez ce qu'on appelle un executive summary. Donc un executive summary, je ne connais même pas la traduction en français. C'est quoi la traduction en français executive summary? Résumé exécutif. Un résumé exécutif. Voilà, en gros, c'est en 2 pages maximum, vous résumez votre projet. Voilà, qui je suis, d'où je viens, ce que je veux faire, ce que je propose et l'avantage.
que ça peut apporter à ceux qui financent. Faites-le sur 2 pages. Après, travaillez votre présentation et le business plan. Si vous avez fait ça, allez à la chasse. Ne sous-estimez pas les soutiens que vous pourriez avoir. Parce que dites-vous bien une chose, la difficulté actuellement au Maroc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs aussi. Donc vous pouvez rapidement faire la différence. Parce que les gens, ils sont à l'afflux de gens qui sont porteurs de bons projets. Et si vous allez présenter des bons projets, et pas forcément que devant des financeurs, ça peut être des gens qui peuvent vous sponsoriser, qui peuvent vous donner une crédibilité. Vous allez voir un entrepreneur, vous dites, j'ai un super projet, j'ai besoin de financement. Le gars vous dit, je ne peux pas vous financer, mais fais-moi un bon projet, je te présente à des banquiers. Je me porte garant pour toi. Ça, c'est un cas avéré. C'est un cas avéré. Donc ne sous-estimez pas la force de conviction que vos projets peuvent avoir si c'est bien travaillé. Quelles sont les questions que vous devez vous poser pendant votre travail préparatoire, quand vous constituez votre projet? C'est qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? Quels sont vos avantages compétitifs? Quelle est votre valeur ajoutée? Qu'est-ce que ça va apporter au client ou à l'utilisateur? Ok. Quels sont les bénéfices mesurables pour le client, l'utilisateur, mais aussi pour l'investisseur qui va investir dans votre boîte? Ok. Et aussi l'avantage pour le client. Donc les points facteurs clés de succès quand on constitue une société, j'avais précisé, c'est l'équipe. N'hésitez pas, pour ceux qui sont dans l'innovation, entourez-vous de conseillers que vous pouvez mentionner, de conseillers, ce qu'on appelle des advisors. C'est hyper important. Ça peut être des gens issus du milieu universitaire, ça peut être des gens qui sont très bien placés dans certaines industries, dans le secteur où vous êtes, et voilà, moi j'ai besoin de coach, de mentor, de gens que je peux mentionner, parce que ça donne du crédit. Ça, c'est hyper important. Aussi, il faut que vous ayez une technologie et un produit qui soit crédible, un modèle économique crédible, et que les perspectives d'investissement soient intéressantes. Donc, règle d'or, qui est important, en tout cas c'est valable en Europe, et à mon avis, le Maroc a suivi la même tendance. Quand on parle du financement de l'innovation, on s'adresse au capital risque. Et le capital risque n'investit que sur des structures qui peuvent ramener 80% de marge. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous avez un produit, un service, une technologie qui ne ramène pas 80% de marge, c'est plus difficile. Maintenant, c'est faisable, mais c'est plus difficile. Ça, c'est la règle générale, et certains sont en train de prendre les mêmes tendances ici au Maroc. D'accord? Au niveau de l'équipe, je reviens sur le premier point, parce que c'est le point le plus important. Quand on discute avec des financeurs, ils vont vous dire management, management, management et management. On peut avoir la meilleure technologie au monde. Si on n'a pas une équipe solide, ou des gens solides sur lesquels investir, on n'investit pas. Qu'est-ce qu'on entend par équipe solide? C'est des gens qui peuvent tenir la route, des compétences complémentaires, d'accord? Donc si vous avez un projet intéressant, amenez des compétences complémentaires. Évitez le clientélisme, évitez de faire vos projets avec des amis ou de la famille tant que ce n'est pas écrit, parce que c'est là où il y a le plus de difficultés. Et là je dis ça par expérience. Et c'est souvent les amis et la famille qui vous font plus d'histoires d'ailleurs. Tant que c'est pas écrit, tant que c'est pas contractualisé, faites-le proprement, c'est hyper important. Donc ça, je vais aller très rapidement là-dessus, mais en gros, ce qu'il faut faire pour traduire le travail effectué, pour traduire des éléments scientifiques en arguments commerciaux, c'est déjà de comprendre la science, d'analyser tous les points que votre technologie peut amener et de commencer à les traduire en arguments commerciaux. D'accord? J'ai une technologie de biologie moléculaire spécialisée dans le diagnostic de maladies infectieuses qui sont très récurrentes au Maroc. Je veux obtenir un financement. Je ne vais pas aller voir le financeur en disant, vous savez, la technique de biologie moléculaire, à base de PCR, a un taux de productivité de 90% et j'ai très peu de faux négatifs. Si je parle comme ça, la personne va regarder avec des blank eyes, comme on dit en anglais, les yeux blancs, les yeux ronds, et il ne va pas comprendre. Par contre, si vous dites, ben voilà, l'avantage pour l'utilisateur, c'est que le risque d'erreur est de 10%. Voilà. L'avantage pour l'utilisateur, c'est qu'on est capable d'avoir un autre de productivité. Donc on gagne du temps. Et l'utilisateur, il va passer moins de temps là-dessus, donc il va pouvoir se consacrer à d'autres tâches. Traduisez vos arguments scientifiques en avantage d'utilisateur, en avantage client. Et essayez même de les mesurer, de les quantifier. Pourquoi? Parce que quand on a une argumentation, et ça c'est valable à tous les niveaux, c'est valable que ce soit pour une débat commerciale ou pour la recherche de fonds, donner des chiffres, Pourquoi? Si moi je vous donne un exemple, Si je vous dis j'ai d'excellentes qualités de communication, c'est moins convaincant que si je vous dis j'ai effectué 15 présentations dans les 3 dernières années devant une audience de 20 à 50 personnes ou 300 personnes.
Les chiffres, personne ne peut les remettre en cause. Par contre, les arguments comme ça vagues, tout le monde peut dire « ouais, on ne sait pas ce qu'il dit, on ne sait pas si on peut le croire ». Donc donnez des chiffres. Au lieu de dire « moi je augmente la productivité », je dis « bah voilà, ça a été démontré que la productivité peut être augmentée de 90% ». Là c'est significatif. Donc essayez de quantifier au maximum ces arguments. Donc, mettez-vous aussi à la place du client. Souvent c'est ce qui manque. Les sociétés qui sont centrées sur elles-mêmes, elles ont une technologie, une science, elles ne se mettent pas à la place du client en disant c'est bon, c'est sûr, le client, l'utilisateur, il va apprécier. Mettez-vous à la place du client. N'hésitez pas même à faire des tests, à solliciter des clients, à leur demander l'avis. Et plus vous le faites en amont, et mieux c'est pour vous. D'accord? Allez vous exposer à l'extérieur, allez discuter avec les gens. Et si, ils vont souvent vous dire des trucs, ils vont vous embêter, des trucs qui vont vous déranger, vous allez dire je dois recommencer à zéro. Mais ça va vous aider pour après. Donc mettez-vous à la place du client, c'est hyper important. Ok? Regardez ce que fait la compétition et surtout ce que vous avez en plus de la compétition. Et n'hésitez pas à demander aux utilisateurs. Je vais développer un produit, j'appelle des utilisateurs. Oui, je sais que vous utilisez tel et tel produit. Qu'est-ce qui vous plairait? Qu'est-ce qui vous manque avec ces produits? Et essayez d'amener ces caractéristiques chez ces produits-là. Ok? Et essayez de faire ce qu'on appelle un SWOT. Donc un SWOT, c'est l'analyse des opportunités, des forces, des menaces et des faiblesses. Voilà. J'ai du mal à dire avec la traduction. Donc ça, c'est hyper important parce que ça vous aide à positionner votre société. Pensez plus société. Donc c'est un outil qui va vous forcer à penser société plutôt que penser technologie. D'accord? Donc, on parlait de board. Donc le board, c'est le conseil d'administration. Je ne pense pas que les gens qui sont porteurs d'entreprise sont à ce niveau-là. Mais il y a d'autres types de board. Il y a des advisory boards. Donc c'est des gens qui peuvent vous conseiller, ce que j'avais précisé tout à l'heure. Donc, dans la mesure du possible, quand il y a une société qui se crée, quand elle a amené à se développer, il y a le board légal, donc le conseil d'administration, qui n'est pas d'actualité. Mais il y a un board scientifique, donc il n'a pas d'obligation légale, et qui ne sont pas, on va dire, qui n'ont aucune difficulté à pouvoir contribuer aux sociétés. Donc ça peut être des universitaires, ça peut être des experts reconnus dans leur domaine. Donc c'est ce que vous devriez constituer, ok, 3 à 5 personnes grand maximum. Et puis, il peut y avoir un advisory board, donc des gens qui ont plus une approche business ou financière, qui peuvent aussi vous conseiller. D'accord? Ce qui est important, c'est que si vous constituez un conseil, un comité de conseil, un board autour de votre structure, ne ramenez pas des gens pour leur nom, ou des gens qui vont faire vitrine. Ramenez des gens qui vont soit vous apporter des fonds, de l'argent, soit vous apporter une expertise, soit vous apporter un réseau. Et le réseau, il ne faut pas croire, il n'y a pas qu'au Maroc que le réseau est important. Il est important partout. Sauf qu'au Maroc, c'est une dynamique différente. Donc, faites partie de ce réseau, intégrez-le. Et vous allez intégrer à travers votre travail, et à travers votre détermination, et pas en contactant un ministre. Donc, au niveau de la procédure, très rapidement, il faut savoir que la recherche de fonds et de financement, c'est une tâche qui doit être effectuée en permanence. Alors, la difficulté, c'est que souvent, les fondateurs d'entreprise, ils se disent « Ouais, mais moi, je suis un gars technique, j'ai envie de me consacrer à la science, j'ai pas envie de passer mon temps à chercher des financements. » Eh bien, ce serait une désillusion si je vous dis ça, mais si vous fondez une boîte, vous allez passer votre temps à chercher des financements. Donc essayez d'avoir une ou deux personnes techniques qui est capable de gérer le développement en interne de votre produit, de votre science, de votre technologie, et vous soyez prêt à aller rechercher des financements. Si vous n'êtes pas prêt, trouvez une autre personne qui fera à votre place et qui aura la casquette de fondateur aussi. Ciblez les amis, d'amis, de cousins, d'amis. C'est un truc qu'il ne faut pas sous-estimer. Ok? C'est hyper important. Les banques, les institutions, telles que Capital Investissement. Ciblez-les, vous allez vous faire peut-être rejeter à 99%, mais il y en a 20% qui va avoir l'intérêt, qui va vouloir rester en contact avec vous. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des investisseurs qui disent on n'a jamais investi sur une boîte qu'on n'a pas refusé au moins une fois. Donc ne prenez pas les rejets comme des attaques personnelles. Ça, c'est hyper important. Et dites-vous bien une chose, c'est que même si vous faites jeter, restez correct. Ne prenez pas ça comme des attaques personnelles. Quelqu'un qui vous dit je ne veux pas investir sur votre boîte, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que ça ne rentre pas dans mon critère d'investissement. Rien de personnel là-dessus. Par contre, si vous avez créé une bonne interaction avec cette personne, demandez-lui si cette personne peut vous recommander d'autres personnes. Et ça marche comme ça. Donc créez votre réseau et la visibilité nécessaire. Surtout dans le tissu économique local. Les personnes qui ont de l'argent, il va y en avoir, des entrepreneurs aussi. Et essayez de rencontrer un maximum de personnes
personnes potentielles. Même si ces gens-là, il y a 1% de chance, avant même que vous les rencontriez, il y a 1% de chance qu'ils décident d'investir. Parce que ces gens-là, vous avez une visibilité. Parce que les gens parlent. Parce qu'au Maroc, les gens sont à l'affût. Pourquoi? Parce qu'au Maroc, il n'y a pas assez d'innovation. Il n'y en a pas assez. Et s'il y a des petites sociétés qui montent, je vous assure que les gens vont parler. On va vous observer de loin. Ciblez quand même les gens par rapport aux critères d'investissement, c'est hyper important. Faites un petit peu de publicité par rapport à vos activités, d'accord? Soyez présents. Et il faut toujours aussi avoir un plan B, auquel vous n'arriverez pas à ramener vos financements en temps voulu. Donc, comment avoir accès aux investisseurs? Il faut aller à des événements, il faut essayer d'obtenir des introductions. Et des introductions, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va vous inviter à la maison et vous présenter à la personne. Non, c'est juste une personne qu'on peut contacter de la part de l'autre personne. Est-ce que je peux contacter un tel de votre part? Et au Maroc, c'est encore plus important qu'en Europe. C'est plus difficile de contacter les gens quand on n'a pas d'introduction. Donc essayez d'avoir des introductions, c'est hyper important. Donc ça peut être des introductions à travers des gens qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, certains universitaires peut-être qui connaissent des personnes dans le milieu des financements, des personnes qui sont dans les autorités, des comptables, des banquiers, des avocats. Tous ces gens-là, ils ont un réseau. Donc demandez des introductions. Et les introductions ne signifient pas forcément corruption, népotisme. Je vais être clair. D'accord? Si vous voulez que votre business il soit solide, faites votre business sur un cas concret, un vrai modèle économique qui est voué à la réussite. D'accord? Donc c'est pas les passe droits. Le message que vous devez délivrer, donc c'est un message qui doit être clair sur le potentiel commercial, qui doit donner une définition très claire et concise de votre programme, c'est hyper important. Vous devez dire ce sur quoi l'argent va être utilisé. Vous devez être capable de dire oui, bon je vous donne, vous voulez 100 000 dirhams. Vous voulez 100 000 dirhams. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Donc vous devez être capable de le décrire. Et de montrer que vous allez gérer cet argent en bon père de famille. Ce qu'on appelle la gestion de bon père de famille. Donc ça c'est important. Ok? Et vous devez être aussi capable de dire ce que ça va apporter comme valeur ajoutée. D'accord? Donc au niveau de l'interaction avec un investisseur, ce qui est important, c'est que l'origine par un investisseur ne signifie pas que vous êtes mort. Ça signifie peut-être, oui, c'est un peu trop tôt, ou revenez vers moi dans un an ou deux. Donc il faut rester en contact avec eux. Montrer du professionnalisme, éviter la familiarité. Ça, je le dis spécifiquement par rapport à ici, parce que culturellement, on tombe rapidement dans la familiarité. Soyez cordiaux, amicaux, mais ne tombez pas dans la familiarité. Restez professionnels. C'est hyper important. Respectez vos deadlines. Si quelqu'un, vous rencontrez une personne, vous dit bon voilà, moi je suis intéressé d'en savoir plus, donnez-moi plus d'informations sur ça, et vous lui dites c'est mercredi prochain, respectez cette date, respectez vos dates butoirs. Et là aussi, on a encore un grand problème culturel, on a bien vu aujourd'hui, on n'a même pas commencé à le. Donc respectez ça parce que ça montre de la crédibilité pour vous. Vous construisez votre crédibilité. Vous allez voir quelqu'un, il ne vous connaît pas, il ne sait pas où vous avez grandi, il ne sait pas d'où vous venez, et vous avez intérêt, en un minimum de temps, à créer une certaine crédibilité. Et ça, c'est possible, ne sous-estimez pas. Parce que tout le monde ne demande pas qui est votre père ou d'où vous venez. On est en train d'évoluer au Maroc. Et je dis ça par expérience aussi. Donc, la crédibilité, c'est à travers ce genre de comportement. Évitez la familiarité, être professionnel, respectez vos engagements, respectez les dates butoirs, c'est hyper important. Et montrez que vous connaissez vos dossiers, d'accord? Quelqu'un qui vous parle de risque, vous dit oui, non, mais moi, attendez, c'est trop risqué ici et ça. Ne le prenez pas comme une attaque personnelle, mais aussi acceptez les commentaires, prenez-les comme ils viennent, n'ignorez pas les risques. Parce que ça, c'est aussi la maladie chronique du scientifique. Oui, non, mais ça va marcher. Non. Si quelqu'un vous dit qu'il y a un risque, prenez acte, prenez-le en considération et continuez à mener la discussion. Et donc, dernier point, donc voilà. Et pour conclure, moi, ce que je tenais à dire, c'est que il faut continuer sur cette tendance. Le financement, il y a peut-être certains éléments que j'ai donnés aujourd'hui qui paraissent hyper lointains, mais s'il y en a certains d'entre vous qui sont amenés à créer leur société ou impliqués dans une société en création, vous verrez, c'est des problématiques auxquelles vous serez confrontés. Donc voilà, je vous remercie.